sortez du véhicule. Maintenant, une femme noire au volant d'une voiture aussi chère, quelque chose ne va pas. L'officier Derek Quin serra son arme tandis que la portière de la BMW s'ouvrait. Il avait appelé des renforts, convaincu d'avoir attrapé une trafiquante de drogue. Quelle affaire quelqu'un comme elle pouvait-elle avoir avec une voiture à 70 000 $? Cette arrestation allait faire décoller sa carrière. Le district de Riverside, le quartier le plus riche de la ville, avait été le terrain de chasse de Quin toute la matinée. Il avait repéré la BMW noire cipatée de maisons plutôt aux vitres teintées, jantes coûteuses roulant dans des rues où, clairement, elle n'avait pas sa place. 3 unités de renfort étaient déjà en position. La conductrice sortit du véhicule avec une précision militaire. Quin s'attendait à une attitude arrogante, mais elle se tenait droite, les épaules en arrière. Son sourire se figea. Uniforme militaire complet, décoration sur la poitrine, aigles argentés sur les épaules, une colonelle. Les sirènes retentirent comme une marche funèbre pour sa carrière. « Officier, vous venez de faire une supposition qui vous coûtera tout », dit-elle calmement. La main de Quin trembla. Il n'avait pas arrêté une criminelle et il venait de détruire quelqu'un d'assez puissant pour mettre fin à sa carrière. 2 heures plus tôt, Derek Quin avait commencé son service comme d'habitude, café à la main, faisant défiler des photos d'arrestation, principalement des visages noirs. « Quin, il faut faire remonter les chiffres », aboya le sergent Walsh. Nouvelle politique de patrouille proactive à Riverside. Surveille tout comportement suspect. Quin hocha la tête. Riverside voulait dire cible facile. Reçu, sergent. De l'autre côté de la ville, la colonelle Francis Turner terminait son entraînement matinal à 6 heures. 25 ans de discipline ne laissaient aucune place à la paresse. Elle consulta ses courriels du Pentagone concernant un budget de coopération de 50 millions de $, puis regarda sa BMW, un cadeau de son défunt mari, un vétéran du Vietnam. Elle symbolisait le sacrifice et l'honneur. Elle enfila des vêtements civils, son uniforme de cérémonie suspendu sur le siège arrière pour une inspection de base prévue plus tard. Sans le savoir, elle roulait droit vers les ennuis. Quin patrouillait dans Riverside avec une concentration prédatrice. 3. Contrôle net, rien, puis il la vit, une BMW noire, vitres teintées, jantes de luxe, centrale, unité 251. Véhicule suspect. Ne correspond pas au profil du quartier. Il la suivit à 3 blocs de distance. Le pouls battant fort, voiture chère, mauvaise conductrice, elle devait être volée, demande de renfort, Maple est 5e, lança-t-il. Turner remarqua la voiture de patrouille qui la suivait. Des années passées en Afghanistan s'activèrent à main visible, signaux parfaits. Elle ne savait pas que l'officier derrière elle l'avait déjà jugé coupable. Les gyrophares s'allumèrent. Quin sortit de sa voiture comme un chasseur refermant son piège. 3 véhicules de police encerclèrent la BMW. Turner se gara en douceur, main bien en vue, chaque geste calculé. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ? » »« Non, monsieur. »« Veuillez m'en informer. » répondit-elle calmement. La mâchoire de Quin se crispa. « Sortez du véhicule. » Turner obtempéra. Posture parfaite. « À qui appartient cette voiture ? » »« À moi, monsieur. » »« Les papiers et mon idée sont dans la boîte à gants. » Quin jeta à peine un coup d'œil à sa carte militaire. « Comment pouvez-vous vous permettre cette voiture ? Je suis officier militaire. Payé grâce à mes primes de service. » 3 autres officiers arrivèrent. Turner resta calme, notant chaque numéro d'insigne. « Je vais fouiller le véhicule, » dit Quin. « Avez-vous un mandat ou une raison probable ? Comportement suspect et enquête sur la drogue. » Turner calcula rapidement à résister et risquer la violence, ou se soumettre et tout documenter. « J'obtempère sous protestation, officier Quin. » Quin ouvrit le coffre, s'attendant à trouver de la drogue. À la place son uniforme de cérémonie, ses médailles et ses rubans. Il ricana. « On joue à se déguiser maintenant. » D'où tu as volé ça ? Il jeta sa bronze star, elle tomba sur le sol avec un bruit métallique. Monsieur, ce sont des décorations militaires légitimes. Bien sûr, chérie. Il donna un coup de pied dans la médaille, les caméras corporelles enregistrèrent tout, mais Quin s'en moquait. Il vida son sac à main, éparpillant des pièces commémoratives militaires et des jetons offerts par des soldats dont elle avait sauvé la vie. De l'argent, de la drogue, déclara-t-il en tenant ses billets, c'est une indemnité officielle de déplacement. Monsieur, ses collègues échangèrent des regards inquiets, mais personne n'intervint. On va appeler le chien renifleur, annonça Quin. Le sergent Walsh arriva alors, il observa Turner, sa prestance, sa maîtrise. Madame, puis-je revoir votre carte d'identité ? Cette fois, il la lut, colonel Francis Turner, Pentagone, son visage pâlit. Turner comprit qu'il n'y aurait pas de fin pacifique. L'orgueil de Quin les avait tous piégés. Elle passa du statut de victime à celui de stratège, mémorisant chaque infraction. Officier. Je dois contacter mon avocat. Quin la laissa faire à contre-cœur. Elle composa un numéro de mémoire. Ici Wolverine 6. Demande de notification immédiate au commandement.
détenu par les forces de l'ordre civil. Autorité légale douteuse. Heure 13h52, le Pentagone entendit l'appel d'un commandant en détresse. En quelques minutes, les réponses affluèrent. Commandement de base alerté, notification au Congrès autorisé. Ignorant tout, Quint attrapa son téléphone. Terminé, lança-t-il. Officier Quint, répondit Turner d'un ton égal, vous venez de commettre votre dernière erreur. C'est une menace, c'est une certitude mathématique. Walsh frissonna. Turner était menotté, mais demeurait impassible. Alors qu'elle montait dans la voiture de patrouille, elle envoya un message à son contact au Pentagone, réponse militaire complète autorisée. Quint s'éloigna, gonflé de fierté, sans se douter que sa carrière, et bien plus encore, venait de s'achever. Une autre arrestation réussie pour gonfler ses statistiques du moins, c'est ce qu'il croyait, il ignorait qu'à ce moment précis, 3 généraux du Pentagone étaient déjà en train d'examiner les images de sa caméra piéton, automatiquement téléchargées dans les bases de données fédérales. Il ne savait pas non plus que l'avocat de Turner était en réalité un officier des communications de l'état-major interarmé et ni que la femme assise à l'arrière de sa voiture contrôlait 50 millions de dollars de financement fédéral pour les services de police. Surtout, il ignorait que son commissariat allait devenir un exemple d'école de ce qui se passe quand la police locale s'en prend au mauvais officier fédéral. Le châtiment avait déjà commencé et Quint souriait encore, au poste. Quint parada fièrement avec Turner, comme un trophée. Les agents observaient pendant qu'il présentait sa grande prise une femme noire avec une voiture de luxe. « Qu'est-ce qu'on a là, Quint » demanda le sergent Rodriguez, trafiquante de drogue avec un faux uniforme militaire. « Voiture volée » répondit Quint fièrement. Turner subit la prise d'empreintes et les photos d'identité judiciaire avec un calme inébranlable. Chaque flash de l'appareil photo ne faisait que renforcer sa détermination. Les agents chargés de l'enregistrement remarquèrent sa prestance dos droit, regard fixe, une discipline qui se dégageait d'elle. Ce n'était pas le comportement d'une criminelle. Quint falsifia son rapport, conduite erratique, résistance, tentative de fuite. Ses collègues restèrent silencieux. Leur caméra racontait une toute autre histoire, mais personne n'osa le contredire. « J'ai droit à mon appel », dit Turner d'un ton calme. Quint retarda le moment, savourant son humiliation. Lorsqu'elle put enfin appeler, elle contacta les services juridiques militaires. En moins de 30 minutes, le commandant de base était pleinement informé. Le protocole militaire s'enclencha. Toute détention civile d'un officier fédéral déclenchait une enquête automatique. L'erreur fatale de Quint fut de placer Turner dans une cellule avec de vrais criminels. 2 détenus, anciens soldats, reconnurent immédiatement son grade et lui offrirent protection. « Cette femme est la vraie », murmura l'une d'elles. Pendant ce temps, 3 voitures gouvernementales noires se garèrent devant le poste. Des juristes militaires et des avocats du Pentagone entrèrent, semant la panique dans la station. Pourquoi une trafiquante aurait-elle besoin d'un tel arsenal ? Marmonna Rodriguez. Puis le téléphone du poste sonna, ligne directe du Pentagone. Ici le colonel Williams, commandant de base. Nous exigeons la confirmation immédiate du bien-être et du statut de détention de la colonel Turner. Le visage du capitaine Morrison devint livide. Vrai colonel. Vrai Pentagone. Vraie crise. Il se précipita vers les cellules mais il était déjà trop tard. Quint, dit Morrison, dites-moi que vous n'avez pas arrêté une vraie colonel de l'armée. La confiance de Quint s'évapora. Monsieur, elle avait des trucs chers, ça collait pas au profil. J'ai cru que, vous avez cru ? S'emporta Morrison. Le Pentagone, lui, ne croit pas. Il sait, les images de la caméra montraient déjà Turner calme, professionnel et coopérative, pendant que Quint violait tous les protocoles. Des véhicules militaires, plaques gouvernementales, arrivèrent quelques minutes plus tard. Commandant, policiers militaires et avocats du JAG entrèrent comme s'ils possédaient les lieux. Le poste éclata en chaos. Les téléphones sonnaient, des murmures circulaient, des agents disparaissaient de la vue. Morrison ordonna la libération immédiate de Turner, mais c'était trop tard, les dégâts étaient irréparables. La délégation militaire exigea toutes les vidéos, rapports et documents. Quint tenta de se justifier, parlant de malentendus, mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Le professionnalisme de Turner face à l'abus de pouvoir de Quint sautait aux yeux. Le colonel Williams interrogea Turner en privé. Son récit correspondait exactement aux horodatages, aux citations et aux vidéos. Sa maîtrise avait évité toute violence, protégeant tout le monde sauf la carrière de Quint. Les équipes juridiques militaires informèrent les autorités civiles. Entrave à l'exercice d'une fonction fédérale, violation des droits civils, arrestation abusive. Les accusations se multiplièrent. Les collègues de Quint commencèrent à se désolidariser, l'abandonnant comme des rats quittant un navire en train de couler. Les médias locaux flairèrent l'affaire. La présence de véhicules militaires devant un poste de police attira immédiatement l'attention. Les scanners radio retransmirent l'appel de Quint, femme noire suspecte.
Les images fuitèrent sur les réseaux sociaux, les hashtags explosèrent, hashtag Justice for Colonel devint viral à l'échelle nationale. Le monde de Quin s'effondra, les associations d'anciens combattants condamnèrent la profanation de l'uniforme, les organisations de défense des droits civiques exigèrent une enquête fédérale, sa famille fut harcelée, sa femme envisagea de partir, sa carrière était morte, le syndicat de police tenta de limiter les dégâts, mais avec le Pentagone impliqué et l'indignation publique, toute défense devint impossible, le procureur du district examina des poursuites pour arrestation illégale. Abus de pouvoir et violation des droits civils, les procureurs fédéraux se joignirent à l'enquête, avant minuit, le maire exigea un plan d'action immédiat. Avant l'intervention de Washington, Quin, chez lui, faisait défiler les messages de haine, réalisant qu'il avait tout détruit. Le lendemain, à exactement 10 heures, Turner donna une conférence de presse à l'hôtel de ville, vêtu de son uniforme complet, chaque ruban et médaille à sa place. Elle avança avec une autorité tranquille. « Mesdames et messieurs », annonça le capitaine Davis, « voici la colonel Francis Turner, US Army, récipiendaire de la Bronze Star, et représentante du Pentagone. » Pour la coopération civile-militaire, les flashs crépitèrent, la voix de Turner était ferme et assurée, l'incident d'hier représente un échec fondamental de jugement et de caractère. Remettant en question la capacité de ce département à maintenir son partenariat fédéral, les journalistes se penchèrent en avant. Turner poursuivit, « Je supervise 50 millions de dollars de financement fédéral annuel pour les programmes de coopération entre la police et l'armée. Ce département reçoit à lui seul 2,3 millions par an sous ma direction. » La salle explosa, les responsables qui suivaient la conférence en direct pâlirent, perdre ce financement signifiait licenciement, unités dissoutes, contrats annulés. Mon rôle inclut la supervision des initiatives nationales de réforme policière, ajouta-t-elle. Mes recommandations influencent directement les budgets de défense au Congrès et les allocations fédérales. Quin, depuis la salle de repos du poste, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Il n'avait pas profilé n'importe quel officier et il avait humilié la femme qui contrôlait l'avenir de son département. La dernière déclaration de Turner tomba comme une bombe, à la suite des événements d'hier. Notre enquête s'étendra à l'ensemble des départements bénéficiant de financements fédéraux pour les forces de l'ordre. Mon cas servira de référence pour les futurs partenariats civils et militaires. Les conséquences allaient redéfinir les pratiques policières pour toujours. Le capitaine Morrison apparut devant la presse, visiblement terrifié par les implications, audit fédéral, retrait des financements, surveillance accrue, enquête des médias et du Congrès, et responsabilité légale, le réseau du Pentagone de Turner reliant l'état-major interarmé, les comités du Congrès, les autorités de contrôle, les chercheurs et les programmes internationaux déclencha une réaction nationale. Les journalistes révélèrent que Turner avait rédigé nombre des protocoles de formation que le département de Quin prétendait suivre, exposant ainsi un échec systémique. L'historique disciplinaire de Quin prouva que ces actes n'étaient pas un cas isolé. L'analyse de Turner démontra une non-conformité constante aux normes fédérales de formation. Les avocats du syndicat cherchèrent un règlement à l'amiable, mais Turner refusa, exigeant une responsabilité publique et une réforme structurelle. La prochaine affectation de Turner, le commandement de l'Académie de police militaire de Fort Gordon, allait façonner la coopération entre les forces armées et la police pour les décennies à venir. Sa déclaration présentait la crise comme un test. La police civile pouvait-elle maintenir un partenariat fédéral tout en respectant la Constitution? Le message était clair, réformer durablement ou perdre tout soutien fédéral. La carrière de Quin prit fin instantanément, le syndicat, le département et la ville lui retirèrent tout appui sous la pression d'une responsabilité juridique colossale. Turner jura que cet incident servirait de moteur à un changement durable. L'autorité du Pentagone donnait à ses paroles une portée nationale. Les départements avaient désormais un choix, accepter la supervision fédérale ou risquer une prise de contrôle complète. Quin rentra chez lui pour découvrir que sa famille était partie et que sa communauté le rejetait. Turner, quant à elle, fut félicité par ses supérieurs pour avoir renforcé la crédibilité militaire tout. En exposant les défaillances des forces de l'ordre, en moins de 48 heures, la division des droits civiques du département de la justice, DOJ, lança une enquête complète. Des équipes du FBI firent une descente au poste de police avec mandat, saisissant dossiers et matériel. Des audits furent ouverts sur la formation, les plaintes et l'utilisation des subventions fédérales. La coopération militaire apporta une documentation accablante sur les violations répétées. Les services juridiques de la ville paniquèrent tandis que les compagnies d'assurance réévaluaient leur couverture. Les notations financières et la crédibilité de la ville s'effondrèrent. Quin fit face simultanément à des procès civils criminels et pour violation des droits civiques. Sa pension fut gelée. Le syndicat lui retira sa représentation, l'exhortant à collaborer avec les enquêteurs. Les enregistrements des caméras piétons l'accablaient, tout en disculpant les agents restés professionnels.
L'équipe juridique de Turner déposa une plainte fédérale contestant l'éligibilité du département à recevoir des financements et une affaire susceptible de créer un précédent national, les fournisseurs d'équipements suspendirent leur contrat, les sociétés de formation annulèrent leurs programmes pour éviter toute association, les départements perdirent des millions de dollars de commandes et de revenus. Forçant des budgets d'urgence, les primes d'assurance triplèrent, le législateur de l'État convoqua des auditions d'urgence, Turner témoigna sur la supervision militaire civile, exposant les échecs systémiques et les réformes purement cosmétiques, la couverture médiatique amplifia son influence. Les partenariats universitaires s'effondrèrent, les universités rompant leurs liens avec les départements visés, les programmes de recherche perdirent des subventions fédérales de plusieurs millions de dollars, l'avocat de Quint tenta d'obtenir un accord de plaidé coupable. Mais les procureurs exigèrent sa pleine coopération, son témoignage révéla une culture institutionnelle de racisme, de force excessive et de dissimulation des fautes, élargissant l'enquête fédérale à tout l'État, les rapports financiers municipaux furent catastrophiques, perte annuelle de financements fédéraux, 2,3 millions de dollars, frais de défense juridique, 500 000 dollars ou 2 millions de dollars, indemnisation, 2 à 5 millions de dollars, augmentation d'assurance, 300 000 dollars par an, coût de réforme, 1,2 à 2 millions de dollars dès la première année, une prise de contrôle fédéral devint la seule option viable, les retombées politiques furent immédiates, le maire fit face à une procédure de destitution. Le chef de la police prit sa retraite, et les membres du conseil municipal changèrent brutalement de position, l'influence de Turner s'étendit bien au-delà de la ville, remodelant la politique nationale en matière d'application de la loi et de responsabilité institutionnelle à travers les États-Unis. Les briefings du Pentagone intégrèrent ces recommandations pour une réforme globale de la coopération entre forces armées et police civile. Son affaire devint le catalyseur principal des réformes fédérales, touchant des milliers de départements à l'échelle nationale. Les commissions du Congrès lancèrent des auditions approfondies sur la formation policière et le financement. Les enquêtes médiatiques révélèrent des failles systémiques de supervision et de responsabilité dans tout le pays. La famille de Quint subit une ostracisation sociale totale, transfert d'école des enfants, divorce, humiliation publique, son département souffrit d'un effondrement économique, les enquêtes fédérales retardèrent les projets municipaux, les entreprises repensèrent leurs implantations, et le tourisme déclina. Turner présenta au Pentagone un plan de réforme incluant des contrôles d'antécédents renforcés, une formation obligatoire contre les préjugés sous supervision fédérale. Turner présenta au Pentagone un plan de réforme incluant des contrôles d'antécédents renforcés, une formation obligatoire contre les préjugés sous supervision fédérale, une suspension automatique des financements en cas de violation des droits civiques, et des audits annuels de conformité. Les conseillers juridiques recommandèrent un règlement incluant des réformes politiques, une supervision fédérale et des compensations financières. Turner insista sur un changement structurel durable et une responsabilité mesurable. Sous la pression fédérale, les gouvernements des États adoptèrent ces recommandations, liant les financements des forces de l'ordre à la conformité des réformes. Les départements devaient choisir, accepter la supervision ou perdre les fonds fédéraux. La défense de Quint s'effondra lorsque de nouvelles vidéos révélèrent des années de profilage racial et de violations constitutionnelles. Le témoignage de Turner fut décisif, méthodique, factuel et d'une précision implacable. Les preuves démontrèrent que le département falsifiait les dossiers de formation et ignorait les plaintes citoyennes pour protéger ses agents. Les procureurs fédéraux qualifièrent cela de fraude institutionnelle. L'arrogance de Quint détruisit le peu de défense qu'il lui restait. Ses déclarations publiques, elles jouent la carte raciale, prouvaient son biais persistant et son absence totale de remords. Le département fut reconnu coupable d'avoir détourné des fonds fédéraux et ignoré les mandats de conformité. La révocation de Quint fut confirmée, sa pension confisquée, et sa poursuite pénale maintenue. La réponse digne de Turner rappela que la véritable réforme exige un engagement constitutionnel durable, et non une punition symbolique. Quint fut immédiatement arrêté pour violation des droits civiques. 6 mois plus tard, le Congrès adopta la loi fédérale sur la responsabilité des forces de l'ordre, surnommée les normes Turner, imposant une formation obligatoire sur les préjugés tous les 90 jours, une suspension automatique des financements en cas de violation, des audits annuels de conformité, des conseils de surveillance indépendants furent mis en place, les vérifications d'antécédents des officiers furent renforcées. Le département de Quint fut transformé sous supervision fédérale, les conseils citoyens obtinrent un pouvoir d'assignation à comparaître, les formations sur les préjugés devinrent mensuelles, et les relations communautaires s'améliorèrent considérablement. Turner fut promue directrice de la politique du Pentagone, supervisant la réforme nationale. Quint fut plus tard condamné sur des chefs d'accusation fédéraux et étatiques. Purgeant 3 ans de prison, les normes Turner redéfinirent la police américaine,
les départements du pays adoptèrent ces réformes pour conserver les financements fédéraux, les institutions académiques rendirent son affaire une étude obligatoire, et les agences internationales de maintien de l'ordre s'en inspirèrent. Le leadership de Turner éleva les standards professionnels, réduisit les plaintes pour atteinte aux droits civiques de 58% et rétablit la confiance communautaire. 2 ans plus tard, Turner revint à l'intersection où tout avait commencé, désormais renommée place de la responsabilité constitutionnelle. Le site honorait son courage et les réformes qui en avaient découlé. Kane, désormais divorcé et incarcéré, étudiait silencieusement le droit des droits civiques. Depuis son bureau du Pentagone dominant le cimetière d'Arlington, Turner poursuivait son œuvre, honorant ceux qui étaient morts en défendant la Constitution. Elle reçut plus tard la médaille présidentielle de la liberté pour service civil exceptionnel. Sur son mémorial, on peut lire « Le service professionnel honore les principes constitutionnels, la responsabilité protège chacun ». L'histoire de Turner prouve qu'un seul acte de courage, fondé sur le professionnat,